Alors justement, Jonathan Sixou, rédacteur en chef de Causeur, va nous expliquer, ou va nous parler plutôt de cette loi sur l'immigration qui divise le pays en deux d'ailleurs, puisque cette loi doit faire des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La gauche en France est évidemment entièrement contre. Elle considère que c'est même une loi qui frise l'islamophobie. La droite, elle, une partie de la droite veut voter le texte, une autre partie voudrait même aggraver ce texte, et en réalité, pour l'aggraver, ce serait de prendre le texte du Sénat. C'est très très compliqué comme réglementation à venir. En tous les cas, c'est une loi qui, en ce moment, va peut-être faire même sauter le gouvernement. Et on va voir ce que Jonathan Sixou, qui est un observateur de la politique française, va nous dire à ce sujet. Bonsoir Jonathan Sixou. Alors je vais avoir des difficultés pour vous voyer, Jonathan Sixou, donc je vais directement te tutoyer, il n'y a pas de raison. Donc tu es rédacteur en chef du magazine Causeur et tu viens de sortir un livre, où il va sortir, qui s'appelle Vivre en ville aux éditions du Cerf. Est-ce que je me suis trompé? J'espère que non. Exactement. Et il vient même de recevoir la mention spéciale du prix du temps retrouvé. Eh ben dis donc, mes félicitations Jonathan Sixou. Merci. Alors, on va parler avec toi de la loi sur l'immigration qui, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi l'actualité, va certainement être votée par la droite, voire l'extrême droite, enfin le RN et LR. Mais ma question, elle est plus simple que de venir dans la politique politicienne, c'est de savoir, la gauche a dit, que la gauche et l'extrême gauche, que cette loi était surtout une loi islamophobe. Est-ce que c'est le cas ? Cette loi révèle surtout une confusion politique totale. À l'heure où nous parlons, la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat, donc la version dure que refusait même une partie de DLR la semaine dernière. Et là, il va y avoir ce soir, cette nuit, les navettes parlementaires. La commission ayant adopté le texte, le Sénat va quasiment automatiquement l'adopter. Le coup de théâtre d'aujourd'hui, c'est que le RN a dit qu'il voterait le texte. Deux coups de théâtre aujourd'hui. Le RN soutient avec tous ses députés le texte, et de l'autre, vous avez la gauche de la Macronie qui a fait savoir qu'elle ne votera pas le texte. Également le cas du MoDem de François Bayrou, et que si le texte passait, eh bien vous auriez, dit-on, à l'heure qu'il est, quelques 7 ministres qui démissionneraient pour montrer leur désapprobation de la chose. Donc, si vous voulez, pour le moment, la Macronie ne joue pas sa survie, mais elle joue une autre survie qui serait une Macronie qui, à terme, pour exister, pour faire voter ces textes, n'aurait qu'un seul allié de poids qui s'appellerait le Rassemblement national. Bon là, mais c'est un véritable coup de théâtre. Je n'avais pas encore suivi toutes ces, j'ai envie de dire, ces élucubrations politiques. Quelques heures seulement. Ça vient de tomber. Mais alors, est-ce que, comme la gauche le dit, est-ce que c'est une loi islamophobe ? De toute façon, dès que quelque chose touche à la question de l'immigration, touche à la question identitaire de près ou de loin, et qui donc effleure par définition les Français de confession musulmane, vous avez automatiquement, immédiatement, une gauche, une extrême gauche, qui crie à l'islamophobie. Donc c'est devenu quasiment automatique, et donc ce texte de loi qui entend, comme le font toutes les démocraties sur Terre finalement, réguler son immigration, est taxé d'être un texte liberticide, est taxé d'être un texte qui va à l'encontre des libertés fondamentales. La France étant dans l'esprit de ces gens, de la NUPES et de la LFI en particulier, la France étant un droit en soi, et où que vous soyez dans le monde, vous avez le droit de venir ici et de recevoir automatiquement toutes les aides familiales, sociales et autres inhérentes à votre statut de nouvel arrivant. C'est cette loi, ce projet de loi qui veut pas complètement stopper cela, mais au moins le mesurer et le cadrer un peu plus, puisque c'est depuis des décennies toujours aujourd'hui
une véritable auberge espagnole. Et donc, évidemment, tout ça suscite des réactions épidermiques. On l'a vu cet après-midi à l'Assemblée nationale, aussi bien sur les bancs de la France insoumise de Mélenchon que sur les bancs des socialistes d'Olivier Faure, des écolos. Enfin, c'est toute la gauche dans son ensemble, toute la NUPES qui est vent debout. Là où c'est un peu plus étonnant, je vous le disais, c'est que bien le MoDem de François Bayrou, qui se veut faiseur de roi, a décidé de ne pas suivre la majorité sur ce texte-là. Alors je vais laisser la parole à mes confrères, Abraham Van Vetter et Jérôme Haas, pour te poser d'autres questions. Oui, Jonathan Sixou, bonjour. Une question là, on est effectivement dans un coup de théâtre. J'ai entendu Gérard Darmanin être dans le flottement le plus extraordinaire, puisque à la sortie effectivement de l'Assemblée nationale dans le hall, il répondait aux journalistes et il disait mais finalement je ne suis pas, il insistait, je ne suis pas du tout en phase avec le RN. Le RN n'a rien à voir, c'est mon texte, etc. Et alors, ce texte qui se voulait finalement être un compromis, sans compromission bien entendu, mais un compromis, finalement il vient et il tape sur le RN. Est-ce qu'on pourrait peut-être assister à un coup de théâtre au moment du vote? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas que ce serait possible parce que le RN joue sur cette séquence vraiment une crédibilité et un avenir s'il devait même y avoir, il joue son avenir s'il devait même y avoir dans les semaines à venir une cohabitation. Tous les scénarios sont possibles, une dissolution et en quel cas pourquoi pas une cohabitation avec le RN. Là, mais le point que vous soulignez est intéressant parce que j'ai été assez choqué d'entendre le ministre de l'Intérieur tout à l'heure à l'Assemblée, alors que la commission mixte venait d'annoncer que le projet était accepté. Marine Le Pen avait fait savoir que tous ses députés, 69, c'est pas rien, allaient tous voter également pour. Donc on a appris cet après-midi que c'est grâce au RN que le texte va passer en fait. Et Darmanin, pardon du terme, mais fanfaronne en nous disant que le RN n'y est pour rien, que c'est son texte, qu'il a combattu pour le faire passer, etc. Je ne dénie pas Gérald Darmanin le fait d'avoir vraiment et très bien défendu son texte. Il a assisté à toutes les réunions de commission, à toutes les réunions, dans l'Assemblée, dans l'hémicycle à l'Assemblée et au Sénat. Ces derniers temps, il n'a absolument pas ménagé sa peine. D'où la déception de la semaine dernière. Mais là, il fanfaronnait un peu et je trouvais que vu le climat explosif qu'est de toute façon l'Assemblée nationale depuis la nouvelle législature. Et vu le climat explosif autour de ce texte, les propos qu'il a tenus n'étaient pas là pour apporter une sérénité dans le débat politique et dans la vie politique actuellement, ce qui nous fait cruellement défaut. D'autant que la politique, c'est quoi? La politique, c'est par définition la discussion, le compromis, la recherche de compromis. Donc c'est l'agressivité dont il a fait part à l'issue des travaux de la commission était un peu déplacée, je trouve. Je vais faire une transition avec votre livre, Vivre en ville. Il y a à la lecture, de bout en bout, je ressens un accent nostalgique. Mais aussi d'ailleurs dans les livres précédents. Il y a quelque chose de nostalgique et en même temps comme de l'amertume, mais en même temps de l'amour inconditionnel. Et je me disais, mais est-ce que vous n'auriez pas non plus la nostalgie de cette politique binaire, droite, gauche? On savait quoi choisir, on savait où aller, si c'était pas l'un, c'était l'autre, etc. Vous n'auriez pas cette nostalgie-là? Déjà, je vous remercie de rappeler mon livre et son contenu. Je pense que en France, la politique n'a jamais été binaire. Elle a toujours été plutôt complexe, même s'il y avait deux grands partis, deux grandes tendances de gouvernement. Vous avez toujours eu à chercher des accords. Et ce que le gouvernement vient de vivre ces derniers jours, ce soir, et les deux votes qu'on attend toujours ce soir, c'est digne même de la 4e République, de ce que la France a connu de 45 à 58, si vous voulez. Donc, c'est finalement un revival d'une vie politique à l'ancienne, ce que nous voyons là, une vie parlementaire qui suscite quelques surprises.
Le problème est plus général même. La complexité, il en faut dans tout. La complexité, il en faut dans la vie, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie intime. Il en faut dans l'enseignement. On voit la difficulté que les professeurs ont à enseigner l'histoire aujourd'hui. Et l'histoire, c'est l'enseignement de la vie humaine qui n'est faite que de zones grises. Le blanc ou le noir n'existe pas. Et je pense que souhaiter une vie politique binaire serait très appauvrissant. Après, la complexité ne veut pas dire le blocage. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, il faudrait se reposer, mais c'est une tendance en voie d'extinction, sur la responsabilité et l'intelligence de nos responsables politiques. Je reviens sur le vote de la loi. Est-ce que vous pensez que si finalement une majorité se trouve et que cette loi est votée, ça peut relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que ce projet de loi immigration était un des grands projets notamment défendus par Gérald Darmanin, ou au contraire, de manière anticipée, mettre une forme de pause à ce quinquennat parce que il aura marqué la fin de la Macronie avec la perte de l'aile gauche et un éventuel remaniement? Bien malin celui qui ce soir pourrait vous répondre avec certitude. Quand on regarde un peu ce qui se passe, ce soir on est plutôt à se dire que on est à la croisée de plein de scénarios différents. L'état d'esprit du président de la République aujourd'hui, a priori, n'est pas de quitter l'Élysée, n'est pas non plus de vivre une cohabitation. Ce qu'il pourrait peut-être avoir en tête, mais je ne suis pas dans sa tête, c'est surtout de ne pas faire entrer le Rassemblement national aussi bien à Matignon que dans son bureau à l'Élysée quand il le quittera en 2027. Ce qui se murmure depuis un certain temps, c'est que de toute façon, un remaniement devrait avoir lieu à la rentrée prochaine, à la rentrée de janvier, en début d'année. On n'a pas de date, mais c'est un cycle qui est évoqué depuis quelque temps. Le nom de Bruno Le Maire circule également pour remplacer Elisabeth Borne. Bruno Le Maire qui accepterait de défendre la politique, le texte par exemple qui vient d'être adopté en commission mixte paritaire. Il a reçu le plein soutien de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui en plus pourrait poursuivre sa politique économique qui est à l'opposé de la politique économique de Marine Le Pen, qui continue de prôner la réforme à 60 ans. Et je vous rappelle que les derniers mois sur la réforme de la retraite, des retraites, ont été particulièrement explosifs à tous les sens du terme en France, pour finalement faire passer le texte en 49.3 il y a quelques mois. Jonathan, tu parles à l'instant de Bruno Le Maire, mais est-ce que derrière, il pourrait y avoir des ministres RN ou l'arrivée de ministres RN? On sait que Jordan Bardella a dit la semaine dernière, après le rejet du texte à l'Assemblée, qu'il était en gros à la disposition du chef de l'État si des élections anticipées devaient mettre le RN en tête des voix. Personne n'a pris vraiment ça au sérieux. Je vous dis encore une fois, ce soir, personne n'envisage la tenue d'élections anticipées, parce que, évidemment, si les élections devaient avoir lieu demain, ce serait une obligation démocratique, du moins si on respectait notre tradition démocratique, qu'un ministre issu du RN sorte des rangs, un premier ministre issu du RN entre à Matignon, et ça serait évidemment, vu sa cote de popularité, Jordan Bardella. Ça n'est absolument pas ce qu'envisage, ce qu'entrevoit la majorité présidentielle. Mais Emmanuel Macron nous a appris depuis fort longtemps à jouer le pourrissement et à laisser plutôt les choses retomber, et en espérant que les gens passent à autre chose. De fait, dans quelques jours, c'est Noël, suivi de la trêve des confiseurs. Donc, si vous voulez, il va y avoir sauf si le texte est rejeté ce soir, tard, mais ça serait vraiment, je vous dis, quasiment un coup de théâtre dans le coup de théâtre. Mais si tout ça est voté ce soir, tout le monde partira en vacances, non pas la conscience tranquille, mais avec l'idée que
tout le monde a mérité une semaine ou 10 jours de repos. En tous les cas, il y en a une qui mériterait peut-être des vacances. C'est la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, après son voyage en Israël, où elle dit très précisément qu'elle est venue pour constater d'elle-même les violences qui ont été faites aux femmes lors du 7 octobre dans les kibbutz du pourtour de Gaza, et que finalement, quelque temps après, un voyage par-ci par-là, où elle se retrouve donc au Liban, voilà qu'on apprend la sanction qu'elle propose donc sur les colons qui seraient aujourd'hui sanctionnés, interdits de territoire français. Et on voit qu'il y a en même temps que ce voyage qui semblait être plutôt intimiste, presque personnel, et en même temps une reconnaissance d'un fait, il y a maintenant cette sanction, comme s'il fallait équilibrer, toujours le en même temps, équilibrer donc les premiers propos. Bienvenue dans le en même temps macronien, auquel nous sommes malheureusement habitués depuis plus de 6 ans maintenant. Cette politique, cette vision des choses nous mène droit dans le mur. Cette politique du en même temps, cette diplomatie du en même temps ne nous a fait aucun ami et a planté la France sur tous les dossiers. La France est persona non grata dans les pays du Maghreb, la France est persona non grata au Sub-Sahel, la France est persona non grata en Europe de l'Est, elle s'apprête à l'être si elle continue au Proche-Orient. Cette décision, c'est pas Catherine Colonna qui l'a prise toute seule. Ses propos ne sont pas évidemment venus de ses seuls conseillers, je pense, mais viennent de l'Élysée. Et vu la situation ici, il faut davantage les entendre, non pas comme des propos de politique extérieure, de politique étrangère, mais des propos de politique intérieure. Et pour ne pas froisser, pour ne pas heurter toute une frange de la population en France aujourd'hui, vous êtes obligés, vraisemblablement, d'employer des termes mous, de tergiverser, de mettre tout le monde dos à dos, quitte à avoir en définitive une politique totalement incohérente et vide de sens. Souvenez-vous comment Emmanuel Macron a été l'un des premiers dirigeants à soutenir Israël après le 7 octobre, à tenir un discours de fermeté, de soutien, et comment il a retourné sa veste très rapidement pour appeler immédiatement à une trêve, un cessez-le-feu, voire même des négociations avec le Hamas. Et voilà, c'est ça la guerre Macron, le en même temps. Faites la guerre, mais en même temps, ne tirez pas trop. Jonathan Sixou, merci de ton intervention. Je continue à te tutoyer. Merci à vous tous. Je rappelle ton livre « Vivre la ville » aux éditions du Cerf. Et je rappelle que tu es rédacteur en chef du magazine Causeur et qu'on te voit souvent d'ailleurs sur notre confrère CNews. Avec plaisir. Merci à vous tous. Oui, en fait... Jonathan Sixou nous explique qu'il y a quelque chose de en même temps et en même temps. En fait, il y a le fond et la forme. Ce matin, Jordan Bardella dit on ne votera pas parce que c'est pas assez dur, c'est pas assez fort. Et puis dans le même temps, ça c'est la forme. Dans le même temps, toujours dans la forme, il vote. Il décide de voter. Marine Le Pen donne le coup d'envoi. Tout le monde votera donc cette loi. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose qui semble incohérent. On parlerait d'enfumage. Mais en fait, dans le fond, ça fait très très longtemps que le Front National, avant le Rassemblement National, veut ce texte, parle de référendum, parle de durcir la loi, etc. De ce point de vue-là, ils sont très cohérents. Et aujourd'hui, les Républicains qui veulent
vivre, qui veulent survivre, exister, eh bien donc finalement reprennent un petit peu cette antienne et par contre avec une légitimité plus reconnue, plus modérée, l'ont présenté au Sénat et voilà que donc aujourd'hui on se retrouve avec une commission mixte paritaire qui prend sa décision conclusive. On votera la loi sur l'immigration. En sachant que il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'y a que 14% de l'immigration qui est une immigration de travail. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme appel d'air à cause de tout ce qui est prestations sociales. Et le gros point d'achoppement ces derniers jours était de savoir à partir de quelle durée de ces nouveaux immigrés en France ils allaient commencer à recevoir des aides. Ah, puis il y avait des questions qui étaient dures. On était vraiment dans le dur. C'est l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est ça qui avait fait capoter donc et notamment motiver le premier rejet à l'Assemblée nationale. Donc l'aide médicale d'État pour tout le monde. Et là, finalement, on a trouvé une espèce d'arrangement où c'est au bout de plusieurs années, 5 ans, et de travail, que on pourra avoir droit donc à cette mesure d'aide médicale d'urgence qui semble naturelle quand on a quelqu'un devant soi qui est malade, c'est normal de l'aider, mais ça ressemblait trop, et c'est ce que disait le Rassemblement national depuis longtemps. Je ne parle pas du Front national, je parle du Rassemblement national revisité. Eh bien, c'est de dire que non, il faut arrêter d'être finalement une vitrine super luxueuse pour tous ceux qui voudraient venir en France. Et puis, il ne faut pas oublier, on a une population en France qui est foncièrement virée à droite. 70% voudraient même un référendum. Et 70% voteraient une loi encore plus téméraire, plus dure envers l'immigration. D'ailleurs, voudraient même peut-être une immigration à zéro. Et puis, on oublie cette exclusion de l'Algérie. L'Algérie n'est pas concernée par cette loi. Alors qu'il y a 300 000 immigrés qui viennent, je crois, chaque année en France d'Algérie. L'Algérie, depuis 1968, n'est pas concernée. C'est une loi à part. Donc, on n'est même plus dans le même temps. C'est une loi qui, finalement, je pense, qui ne servira à rien. Voilà. Oui, on est en train de vendre du papier, quoi. Oui, vendre du papier, puis en même temps, ça montre quelque chose. C'est que d'abord, la France est divisée. Elle est clivée sur beaucoup de questions, mais elle est unie. Et ça vient d'être rappelé par William. C'est qu'elle est unie derrière non plus simplement que le pouvoir d'achat, mais aussi sur le défi sécuritaire. Et le défi sécuritaire, eh bien, il intègre effectivement la question de l'immigration. Et c'est devenu la nouvelle priorité. Et nous allons tout de suite avoir le plaisir d'accueillir en duplex Shlomo Malka, notre deuxième invité. Et je laisse tout de suite la parole à William pour nous présenter cet invité.